Comment bien traquer l'amiante avec la 46020? Une intervention très ciblée sur les normes et les documents normatifs qui vont s'intéresser au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Donc la norme 46020 qui a été publiée pour une première fois en 2002 a été révisée en 2008 et dernièrement révisée en 2017. Donc la dernière édition dont on va parler aujourd'hui date de mois d'août 2017. On va se pencher essentiellement sur la figure 1 de la norme qui résume les grandes étapes de l'organisation d'une mission de repérage. Particularité sur l'édition de 2017, on a élagué d'un côté certaines étapes et on a concentré sur certaines parties d'étapes. Donc dans le haut du tableau, on démarre directement par la préparation du repérage et on oublie la commande de la mission de repérage qui était visée dans la figure 1 ou dans les figures 1 et 2 de la norme d'édition 2008. Donc en 2017, on s'attaque directement à la préparation du repérage, considérant que la mission est passée. On va tout de suite voir qu'il va y avoir deux colonnes dans cette première étape qui vont d'un côté s'intéresser au donneur d'ordre, de l'autre côté à l'opérateur. Et on voit bien que cette norme va organiser le travail entre deux participants et deux opérateurs de la mission. D'un côté, l'opérateur de repérage et de l'autre côté, le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, dans un premier temps, a l'obligation de fournir tous les documents, y compris les plans et croquis. Et c'est important que cette petite seconde partie de phrase soit maintenue, y compris les plans ou croquis. Ça appartient au donneur d'ordre de préparer cette mission pour fournir les éléments à l'opérateur de repérage. De ce fait, l'opérateur recevant les documents doit analyser tous ces documents fournis par le donneur d'ordre, j'ai bien tous les documents, y compris les plans et croquis, afin d'en déterminer ceux et les parties de ces documents qu'il va utiliser pour préparer sa mission. C'est très simple dans cette première partie, on utilise les documents, on prépare son chemin logique, bien sûr le corps de la norme explique toutes les préparations à faire et les éléments à ne pas oublier. Et on attaque dans cette figure le gros, et qui est le centre de la figure, la grande partie donc, de cette mission qui s'appelle le repérage in situ. Donc la notion d'in situ est maintenue, ce qui voudrait dire, même si elle n'est pas marquée tant que telle, que la préparation est in labo. On prépare et on arrive sur place. Pour préparer sur place, le donneur d'ordre désigne un accompagnateur. C'est pas peu désigné, c'est désigner un accompagnateur, lui-même ou un préposé, pour que d'un côté, la mission soit à chaque fois efficiente le plus souvent possible et qu'on ne se retrouve pas qu'un problème de clé ou de porte fermée ou d'encombrant empêchant la visite et l'inspection de l'ensemble des parties de sol, mur et plafond. Donc le donneur d'ordre désigne un accompagnateur. L'accompagnateur prend contact avec l'opérateur et ensemble, ils vont effectivement organiser une visite de reconnaissance qui a comme objectif de reconnaître, donc de repérer les locaux et les parties d'immeubles qui vont être visées, bien entendu, par la mission, puisque tout l'immeuble, parfois, n'est pas à visiter et toutes les parties d'immeuble ne sont pas à visiter selon le type de mission. Une fois que cet entretien a eu lieu, que cette préparation a eu lieu à pied d'œuvre, je dirais, mais donc in situ, il est question d'entamer, après la visite de reconnaissance, bien entendu, et d'en faire un premier bilan, tout de suite ou dans un second temps, selon les types de mission, l'inspection visuelle du périmètre de repérage. Le périmètre de repérage est bien sûr défini dans la norme, étant l'ensemble des locaux et parties de locaux qu'il faut inspecter. Mais l'opérateur de repérage, bien entendu, doit présupposer que pour une intervention dans un local, il pourrait y avoir des conséquences en dessous, au-dessus, à côté. Et donc le périmètre de repérage est parfois bien plus grand, bien plus étendu que le périmètre de travaux. Mais au minimum, il contient bien entendu le périmètre de travaux. Donc dans cette inspection visuelle, le but est de rechercher les matériaux et les produits. Donc la recherche est maintenue aussi comme argument. Rechercher les matériaux et les produits relevant du programme de recherche. Alors le programme de recherche, on va dire le programme de repérage. Le programme de recherche, c'est ceux effectivement qui seront les matériaux et produits, les types de matériaux et produits qui sont définis dans le programme, soit réglementaire, programme de repérage, selon si c'est une mission pour la vente, une mission pour la constitution du DTA, une mission pour avant démolition ou une mission de travaux. Ce programme est donc établi par le donneur d'ordre, le programme de travaux, et c'est l'opérateur de repérage qui va définir son programme de repérage. Une fois qu'on a établi ensemble l'opérateur et le représentant du donneur d'ordre et validé ce programme de repérage, il est question de déterminer à l'avance, dans le cadre de son inspection visuelle, de déterminer les zones présentant des similitudes d'ouvrage. Ces fameuses ZPSO qui viennent être introduites dans la réglementation et donc dans la norme, de façon plus claire,
en tout cas depuis 2012, la question de ces ZPSO et la prise en compte de ces ZPSO va transformer cette figure, puisque la partie centrale de l'inspection visuelle est contenue dans un carré sur fond gris qui permet d'identifier que pour chaque ZPSO, on doit faire exactement cette démarche. Si on a déterminé plusieurs ZPSO, pour chaque ZPSO, il va falloir faire la démarche qui est abordée donc, dans la partie centrale de la figure 1. Donc pour chacune des ZPSO, d'un côté, l'opérateur de repérage doit identifier un élément témoin de l'ouvrage de référence de la ZPSO. ZPSO étant constitué donc, a priori d'un ensemble de parties d'ouvrage et d'ouvrage, il faut que l'opérateur de repérage, alors à l'issue de sa mission, puisse identifier clairement un élément témoin. Ces deux missions, d'un côté identifier l'ouvrage et dans cet ouvrage de référence identifier l'élément témoin, sont concomitantes de la mission de sondage sur les autres parties d'ouvrage similaires. La synthèse de ces sondages et identifications donne des résultats. Et donc, en partie centrale de ces deux actions concomitantes, on se retrouve avec une synthèse qui nous dit les résultats des sondages sont-ils concordants avec l'élément témoin? Peut-on conclure les résultats des sondages, alors présence de tel type de colle, présence de tel type de dalle, présence de tel type de flocage, les résultats des sondages sont-ils similaires avec les caractéristiques de l'élément témoin? Si oui, à ce moment-là, on a deux solutions. Oui, les résultats sont concordants entre les sondages et l'élément témoin, auquel cas, on peut se poser la question, mais dans ces sondages et dans ces investigations, y a-t-il ou pas des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante? On peut s'expliquer. On doit effectivement investir un ouvrage qui est fortement encombré. On va faire débarrasser l'ouvrage et on va s'apercevoir que contrairement à ce qu'on pensait, il n'y a pas les fameuses dalles de sol qui faisaient partie de notre programme de repérage. Auquel cas on conclut, oui, les sondages sont concluants dans cette partie-là. Ceci dit, il n'y a pas de MPCA. Auquel cas on peut directement préparer sa conclusion de rapport pour cette ZPSO-là. C'est-à-dire la zone présentant le type d'ouvrage susceptible de contenir des dalles de sol. Dans une deuxième hypothèse, oui, bien sûr, il existe au moins un matériau ou produit contenant de l'amiante susceptible de contenir de l'amiante, auquel cas, s'il existe au moins un, et sur l'ensemble de ces matériaux et produits, il va falloir effectuer, et se poser la question, d'effectuer un prélèvement d'un ou plusieurs échantillons. Là, ce sera l'annexe A de la norme qui va nous donner les résultats d'échantillons à fournir pour pouvoir justifier de la présence ou d'absence d'amiante dans certains matériaux produits susceptibles d'en contenir. Donc, on pose la question, ce prélèvement est-il nécessaire pour ce MPSCA-là? Chaque fois, l'opérateur va se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'un prélèvement? On donne un cas très précis, si effectivement le matériau est connu, dalle de sol, enduit mural, est connu et qu'apparemment on n'a pas besoin d'un nouveau prélèvement pour effectuer la synthèse entre les sondages et l'élément témoin, il n'y aura pas besoin de faire de prélèvement. C'est un point sur lequel j'insiste. La norme ne dit pas systématiquement faire des prélèvements. La norme dit qu'il faut fournir des résultats et non pas donc des résultats d'analyse. Les résultats d'analyse peuvent être déjà contenus dans le dossier technique amiante, par exemple. Il n'est pas question de refaire systématiquement les prélèvements. Troisième cas de figure, je reviens sur les sondages, sont-ils concordants avec l'élément témoin? Non. On a un sondage qui n'est pas concordant avec l'ensemble des autres sondages et surtout avec l'élément témoin. Auquel cas, la norme nous dit, la figure 1, dans ces cas-là, on recommence, on va repartir sur le fond, on va redéfinir à ce moment-là ces ZPSO, quitte à créer 2 ou 3 ZPSO différentes à partir de la même ensemble préfiguré, ZPSO initiale. On va devoir la séparer, c'est la théorie des ensembles. On va considérer qu'un critère permet de différencier ce matériau produit susceptible de contenir l'amiante d'un autre, et auquel cas, on va devoir avoir 2 ou 3 et autant de ZPSO distincts que de sondages discordants. Voilà les 3 cas de figure. Oui, mais il n'y a pas de MPSCA. Oui, il y a au moins un MPSCA ou non. À ce moment-là, il faut revérifier et réévaluer sa ZPSO. Je reprends les cas centrales qui nous intéressent particulièrement. Oui, il existe un MPSCA, auquel cas on va continuer. Le prélèvement est-il nécessaire? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, 2 cas de figure, non. Le prélèvement n'est pas nécessaire puisque l'opérateur dispose au moins d'un autre argument. La notion d'argument est contenu effectivement dans la figure, mais pas dans le texte de la norme. Un autre argument pour conclure. Les arguments pour conclure, c'est par exemple la présence
d'un PV d'analyse dans le DTA qui, par sondage, permet de considérer que ce sondage sur cette partie d'ouvrage correspond bien à l'élément témoin qui était préfiguré. Ou bien non, c'est marqué dessus. On a effectivement certains éléments qui peuvent contenir des indications marquées sur la partie d'ouvrage, donc le matériau ou le produit, on va dire le produit qui est marqué, le matériau étant rarement marqué, le produit marqué, dispense l'opérateur de faire un prélèvement, qu'il soit positif ou négatif. L'opérateur ayant un moyen pour pouvoir établir et un argument pour pouvoir éviter le prélèvement, peut à ce moment-là passer à la phase finale de son inspection visuelle qui s'appelle la validation finale de la ZPSO. On y reviendra juste après. Donc oui, à ce moment-là, il y a un ensemble d'échantillons est prélevé, donc à l'opposé du non, parce qu'effectivement on n'a pas suffisamment d'arguments pour conclure. N'ayant pas suffisamment d'arguments pour conclure, oui, un prélèvement d'échantillons est réalisé. Ce prélèvement d'échantillons, c'est très simple, il n'y a pas de cas de figure, il doit être envoyé directement à un laboratoire d'analyse accrédité. Alors on va dire COFRAC, puisque c'est l'accréditation française, puisque c'est accrédité COFRAC ou similaire par rapport au droit européen. Ce PV d'analyse est transmis à l'opérateur, qui va donc là aussi conclure sur la validité ou pas des informations et la cohérence des informations contenues dans le PV. Il s'attendait à avoir de l'amiante, il a un PV sans amiante. Il s'attendait à avoir un PV sans amiante, il a un PV avec amiante. Dans les deux cas de figure, on peut se poser la question. Si c'est conforme, le résultat est donc cohérent, c'est ce que nous dit la norme. Le résultat est cohérent par rapport à ce qu'on attendait. À ce moment-là, on va donc valider finalement la ZPSO et on va préparer les conclusions sur la présence ou l'absence d'amiante pour chacun des matériaux et produits concernés. On rappelle effectivement qu'une ZPSO peut contenir aujourd'hui autant de matériaux et produits que nécessaire. Prenons le complexe sandwich classique, un lait de sol plastique reposant sur une couche intermédiaire isolante, reposant elle-même sur une dalle de sol, elle-même collée avec une colle susceptible de contenir de l'amiante sur un plancher en bois, lui-même flottant sur un plancher béton. On se retrouve avec un sandwich avec 5, 6 ou 7 éléments susceptibles de contenir de l'amiante, qu'on ne va pas appeler couches, on va les appeler donc des parties d'ouvrage susceptibles de contenir de l'amiante. Et ces parties d'ouvrage susceptibles de contenir de l'amiante peuvent elles-mêmes être composées, notamment pour le lait ou bien pour les dalles de sol, de plusieurs couches. On se retrouve donc avec un sandwich, avec un millefeuille, à un endroit donné, qu'il va donc falloir valider. On a de l'amiante à tel endroit, on n'a pas d'amiante à tel endroit, on a de l'amiante à tel endroit, on n'a pas d'amiante à tel endroit. Il va falloir le faire pour chaque élément témoin qui servira de base à la description même de la partie d'ouvrage concernée. Donc si on peut valider, on valide. Par contre, les résultats d'analyse ne permettent pas à ce moment-là de conclure sur la ZPSO, eh bien on repart sur le grand circuit. Non, la ZPSO n'est pas confirmée et donc on a une discordance. Et la discordance permet de reconfigurer l'ensemble de la préfiguration des ZPSO. Et ce point-là, particulièrement, a été assez ardu à défendre, puisque les PV d'analyse peuvent arriver bien après des sondages. Et parmi les sondages, on a maintenant la possibilité de faire des sondages avec des outils qui permettent d'avoir un résultat qui donne une information, qui n'est pas un résultat d'analyse, mais un résultat d'information donc, sur la présence ou l'absence dans la partie d'ouvrage visée de particules d'amiante de telle fibre, de telle catégorie. Notamment le phasir ou le microphasir, qui est un appareil à spectrométrie proche infrarouge. Donc cet appareil nous permet d'avoir des résultats préfigurants qui ne seront pas validés tant qu'on n'aura pas le résultat, bien sûr, de l'analyse qui est présupposée. Si les résultats sont concordants, pas de problème, on peut conclure, les sondages sont concordants avec les résultats de l'analyse. Si jamais, par contre, on nous avait donné un certain nombre d'informations sur un certain nombre de sondages, où on a systématiquement présence d'amiante sur ces sondages, et que par contre, l'élément témoin ayant été analysé nous apporte une information où il n'y a pas d'amiante, on va se poser, on a un dilemme, effectivement, on va falloir, dans ce cas-là, évaluer pourquoi et revoir avec l'analyse pourquoi on a de l'amiante en analyse et pourquoi on n'a pas d'amiante dans les résultats des sondages. L'ensemble de ces cas de figure est à répéter autant de fois que nécessaire par rapport à chacune des 7 PSO qui ont été préfigurées. Et c'est ça un petit peu la nouveauté de cette figure, c'est qu'on peut supposer qu'en fait on a un empilement de cas de figure. Sur chaque ZPSO, on recommence l'ensemble de cette inspection visuelle. Et à l'issue, qui est donc le bas du tableau, à l'issue effectivement donc, de cette série d'investigations in situ, et là il manque, c'est un dommage de la norme, il manque effectivement le titre de la dernière partie qui est de nouveau on se retrouve
en laboratoire, donc devant ces données et donc au bureau pour pouvoir conclure et rédiger ces conclusions. Et là, on se pose des questions avec l'ensemble des ZPSO, donc bien l'ensemble des informations pour chacune des ZPSO. Et là, la norme nous dit, l'opérateur dispose-t-il de tous les éléments pour conclure? Deux cas de figure, oui, non. L'opérateur dispose de tous les éléments pour conclure, oui. Dans ces cas-là, l'opérateur peut conclure s'il dispose de tous les éléments dans le périmètre de sa mission. Et donc, s'il peut conclure dans le périmètre de sa mission, il va pouvoir rédiger son rapport de mission de repérage, puisque donc la mission est terminée par un rapport simple. À ce moment-là, de la synthèse des informations et de ces notes prises et ces croquis pris à l'occasion des missions de repérage, et différentes missions qui peuvent pour certains dossiers durer un certain temps, l'opérateur se retrouve avec un dilemme. Non, il ne dispose pas de tous les éléments qu'il pensait obtenir, notamment s'il lui reste des investigations restant à réaliser. L'opérateur avait prévu une série d'investigations approfondies ou non approfondies, des investigations à réaliser au cours de son inspection visuelle. Il n'a pas pu réaliser toutes ces investigations. Alors là se pose la question, quel type d'investigation s'agit-il? S'agit-il effectivement d'une investigation approfondie complémentaire? Alors qu'est-ce qu'une investigation approfondie complémentaire? C'est celle qu'on va devoir viser et repérer comme étant impossible par nature à réaliser. On peut s'expliquer, avant la démolition d'un immeuble, on se retrouve à des ouvrages enterrés sous l'immeuble. Il va être compliqué de statuer sur des réseaux, sur des parties d'enrobés, sur des parties de canalisation, des carneaux qui sont très difficiles d'accès ou bouchés, ou des anciennes fondations qu'il va falloir investiguer à l'occasion de la démolition. Auquel cas, on va repérer les investigations complémentaires et on va essayer de les faire réaliser. Si on n'arrive pas à les faire réaliser, on va donc conclure que ce n'est pas possible à réaliser. Et donc, on va pouvoir conclure son rapport en disant que dans toutes les parties du périmètre de repérage, on peut conclure, sauf à ce moment-là, dans certaines parties où il y aura des investigations complémentaires à réaliser ultérieurement, avant de pouvoir statuer sur l'absence ou la présence d'amiante définitivement. Ces investigations complémentaires sont souvent le cas dans les missions d'avant démolition. Mais elles peuvent être bien entendues aussi, puisqu'elles ne sont pas limitées dans la figure, elles peuvent être aussi le cas de missions avant travaux, où là c'est pareil, on a effectivement des investigations qui en zone occupée devront être réalisées ultérieurement après l'évacuation de l'immeuble, à l'occasion d'opérations lourdes, d'opérations de réhabilitation lourdes par exemple. Donc là on a des investigations approfondies complémentaires. Par contre, les investigations approfondies simples, on va dire, donc non complémentaires, c'est celles qui ont été demandées et qui n'ont pas été réalisées. Donc c'est les non-IAC tels que la figure le dit. Les autres investigations non complémentaires sont-elles réalisées? Par exemple, la porte de la cave a été fermée à clé, une fois, deux fois, trois fois. On se retrouve avec une porte de la cave toujours fermée à clé. Ces investigations, après les avoir demandées, sont réalisées. Auquel cas, toutes les investigations étant réalisées, on se retrouve avec la flèche, l'opérateur dispose de tous les éléments pour conclure. Enfin, la cave a été investiguée, donc oui, je peux conclure. Mais on peut se retrouver avec, à l'intérieur de la cave, on se retrouve encore avec une partie d'une fond de cave complètement encombrée, auquel cas on ne peut pas conclure sur la cave. À ce moment-là, l'opérateur va dire, attendez, moi je finis cette partie de mission et je vais rédiger un pré-rapport. Ce pré-rapport nous dit, c'est un point d'arrêt, je peux quasiment conclure sur la totalité de ma mission, sauf sur cette partie-là qu'il s'agirait quand même de libérer et de lever. Auquel cas, on se retrouve avec une partie de mission suspendue, une partie de mission qu'il faut donc réaliser, on retombe sur la partie investigation approfondie, puisque ça peut concerner par exemple une ou plusieurs ZPSO qu'il faut donc valider. Donc le pré-rapport de mission de repérage concerne les missions dans lesquelles on peut faire un point d'arrêt et réexiger de la part du donneur d'ordre ou de son préposé des moyens d'investigation, des moyens donc d'élévation par exemple, donc une nacelle pour aller voir la toiture. On peut avoir aussi des moyens assez particuliers comme du confinement, travailler en milieu confiné dans des égouts par exemple, où il faut effectivement des investigations particulières et des moyens complémentaires. L'essentiel est de considérer que de toute façon, tout le monde l'a déjà dit depuis longtemps, le pré-rapport de mission de repérage ne permet pas d'engager les travaux ou la réalisation de l'action qui était prévue dans le cadre en objectif de la mission. Par exemple, la vente, on peut s'exonérer de la garantie des vices cachés uniquement si la totalité du programme de repérage et du périmètre de repérage a été investigué. Si jamais on s'arrête et qu'on conclut, on va considérer que, par exemple, la cave, encore une fois, n'a pas été investiguée, auquel cas, s'il n'a pas investigué, le propriétaire vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés sur les parties d'immeubles qui étaient concernées par la mission.
Pareil pour les travaux, on a des locaux encombrés, on doit faire des percements systématiques sur tous les bas de mur pour remplacer les radiateurs, par exemple. Et effectivement, on n'a pas pu investiguer une partie de mur spécifique. Il va donc falloir dégager ces bas de mur. Et là, le pré-rapport va pouvoir exiger ce type de moyens complémentaires. Et par contre, les entreprises et le donneur d'ordre ne pourront pas utiliser le pré-rapport de l'opérateur de repérage pour commencer à engager des travaux. Seul le rapport de mission de repérage permet de conclure et d'engager la suite de la mission de repérage. Et la conséquence et l'objectif de cette mission étant soit la vente, la démolition, la constitution du déterre et donc les travaux de maintenance, les constitutions et les travaux de maintenance ou d'entretien, ou bien entendu la cession de l'immeuble. Voilà donc pour cette figure 1 qui résume, on le voit, l'essentiel de la norme, tout en disant qu'il y a effectivement des parties et des définitions et des enchaînements qui sont bien prévus dans le texte de la norme qu'il ne faut pas oublier. Donc le conseil de cette intervention, c'est si on lit et on se réfère à la figure 1, il ne faut surtout pas oublier les définitions, ni le corps de la norme et bien sûr les annexes qui sont normatives, qui vont préciser à chacun des instants les compléments d'informations qui ne seraient pas directement portés par cette figure. Voilà. Alors avant de conclure, à chaque fois une petite promotion pour un ouvrage, même si celui-ci est encore a été tiré il y a quelques années. Donc ma guerre contre l'amiante d'Éric Jonker, qui est le représentant et de la famille Jonker, qui a intenté un procès en première instance contre Eternit et qui a gagné en première instance. Eternit a fait appel, Eternit a gagné un petit peu en seconde instance, en tout cas le fond a été confirmé. Il y a bien eu exposition et donc de la famille Jonker aux fibres d'amiante de façon environnementale et non pas de façon d'exposition des travailleurs. Donc c'est une position de population environnementale par rapport à des locaux et à une usine qui était donc contaminante. Donc cet ouvrage est toujours en vente. Pour pouvoir avoir l'histoire, c'est très intéressant d'avoir y compris de l'intérieur l'histoire de la famille Jonker dont le père était directeur technique de l'usine d'Eternit, bien entendu. Voilà, merci de votre attention.